Bienvenue à tous, mon nom est Lucie Bourbonnière, je suis l'animatrice du balado Pickleball et compagnie. À l'épisode d'aujourd'hui, on va parler des différents coups qui sont utilisés au pickleball et je vais vous dire tout de suite qui est mon invité. Il s'appelle Marc Bouchard. Alors Marc, bienvenue à l'épisode. Merci, bien bonjour. Je suis très contente que tu sois là. Puis je vais commencer par te lancer des fleurs. On va te lancer plein de fleurs. Tu dois te faire un beau bouquet puis tu le donneras à Nathalie. On va les accepter certainement. Ah, c'est sûr, hein? En fait, Marc, pour les auditeurs qui ne savent pas, nous, ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait plusieurs années, parce qu'on est dans le même coin. Puis en fait, c'est ça, c'est par le pickleball d'abord qu'on s'est rencontrés. Et puis, j'ai pensé à toi tout de suite pour l'épisode d'aujourd'hui, parce que quand je pense à toi, je pense surtout le côté analytique que tu as. Moi, c'est ce que j'ai observé depuis que je te connais. Fait que je me dis, ça, c'est un sujet, d'aborder ça avec toi, Marc, je sais que ça va être bien expliqué. C'est ça, pas mal, je pense, ta force aussi dans le jeu parce que tu analyses très bien ce qui se passe de l'autre côté. Puis ça fait de toi un excellent joueur parce que, bon, on ne te cachera pas, tu es très, très bon. Et je me rappelle au début, quand on a commencé à jouer ensemble, tu m'avais dit, moi, Lucie, des vidéos, j'en regarde. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, c'est ça. Puis ça m'a vraiment comme... Je me rappelle, ça doit faire 5-6 ans de ça. Quand tu m'as dit ça, ça, c'est vrai que plus on regarde, plus on enregistre. Puis, mais toi, c'était ta façon de faire parce que faut dire que ça fait longtemps que tu es dans le pickleball. Et ça doit faire quoi, 10 ans? Non, mais je dirais même qu'on doit être dans la 12e année. Oh my God, quand même, hein? Oui, le temps passe vite. Ça va vite. Puis, tu sais, il n'y avait pas tant de choses que ça pour justement c'était très, très anglophone, ce qui était disponible. Puis, c'est là que j'ai fait, en faisant des recherches, que avec des vidéos, ben, tu peux plus l'arrêter, tu peux mettre des sous-titres, etc., quand tu veux vraiment comprendre, ou que ça devient plus touché, on va dire, là, pour ce qui est du français et de l'anglais. Ouais. Question aussi de pouvoir présenter des choses à ceux que j'enseignais, parce que ça fait longtemps aussi que j'enseigne le pickleball à ceux qui désirent d'avoir des formations avec moi. Donc, c'est aussi pour ça. Je me rappelle, on a eu une formation, Martin et moi, avec toi. Puis ça aussi, ça faisait une des raisons pour laquelle je voulais vraiment que tu sois là aujourd'hui, parce que j'avais vraiment aimé la façon dont tu nous as expliqué les choses. C'était un cours de base. Puis très, très précis, très posé aussi. Tu sais, t'es vraiment, tu prends le temps, tu veux t'assurer que les autres comprennent, mais t'es dans le paysage du pickleball depuis tellement d'années. Puis aussi, t'as parti une association, la PHR, qui est l'Association de pickleball du Haut-Richelieu, qui est située à Saint-Jean-sur-Richelieu. T'as parti ça avec Stéphane? Oui. En quelle année, t'en souviens-tu? À mon souvenir, je crois que c'est 2014. OK. Alors, dans mes souvenirs. Il faudrait voir sur la page de l'OPHR la date officielle pour pas que je me fasse taper sur la tête. Non, c'était pas ça. C'était 2013, c'était 2014. Oui. Mais ça fait quand même longtemps. Fait que, tu sais, oui. Puis même si... parce que c'est plus toi que le chapeau là, non, du exactement. président. J'ai passé le flambeau là, pour... je trouvais qu'à un moment donné, après, là, ça faisait à peu près 10 ans à ce moment-là. Donc, je dirais 8. Que là, on avait peut-être besoin de 109, d'idées nouvelles, puis de nouvelles approches, parce qu'il fallait faire bouger les choses. On sait que le pickleball, c'est tellement populaire qu'il faut essayer de faire bouger les choses avec les villes. Ouais, entre autres, là, la ville de Saint-Jean était très difficile à faire bouger. On va à peine là après 8 ans de travail de notre côté, à avoir des terrains dédiés à nous. Je m'étais pas rendu compte, mais c'est beaucoup d'années, hein? Oui. À travailler sur un gros projet. Félicitations, parce que là, ça s'en vient, là. Oui. Mais je pensais pas que ça avait pris autant de temps. Ça fait longtemps qu'on les travaille. Okay. Il fallait faire l'épreuve, il fallait avoir des membres, il fallait faire plein de choses. Transformer l'association en OBNL à un moment donné, avoir un CA alors qu'on menait la barque, moi puis mon frère, seulement qu'à 2 au départ. Mm-hmm. Donc, tous ces changements-là sont venus à travers le temps, puis par la suite, c'était de convaincre les instances du besoin. Puis là, ça, c'est venu avec la popularité qui a été fulgurante. Par contre, on est un peu victime de cette popularité-là en ce moment. Mais avec le nombre de membres. Mettons que les 12 terrains qu'ils nous donnent, c'était une promesse quand on était 250 membres environ. On est rendu qu'à presque 500 maintenant. Fait que, ils vont les construire, ils vont nous les livrer là dans quelques semaines. Là, puis, mais ça sera il y a déjà de la place à en avoir d'autres. Oui, c'était selon leur dire, c'était une des étapes.
Okay. C'était l'étape 1, puis il semblait parler d'étape 2 et 3 même. Okay. Ça va-tu être dans le même ratio de 12 terrains? Ça va être un peu moins, on ne le sait pas. Là. Ouais. Je sais qu'ils cherchent beaucoup à vouloir mettre des terrains dans chaque secteur. Ils ne veulent pas les centraliser. D'accord, je comprends. Tout au même endroit. Comme là, ouais. ça va être à Saint-Luc. Peut-être qu'ils vont viser Saint-Eugène, entre d'autres secteurs de Saint-Jean. De Saint-Jean-sur-Richelieu. Exactement. C'est ça. Ouais, ça va être à suivre. Fait que ça, bon, ça fait longtemps que tu es là, ça fait longtemps que tu partages tes connaissances. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, les gens viennent te voir, posent des questions, tu es toujours disponible. Fait que c'est vraiment c'est une belle générosité de ta part. Fait que je te le souligner. Bravo pour tout ça. Merci. Là, j'ai-tu lancé assez de fleurs, moi, là? Il m'en reste encore. Ouais, parce que mon pot est plein. Là. Oui. C'est avec toi qu'on aborde le sujet aujourd'hui. Je sais que tu es un excellent professeur, puis tu fais beaucoup de recherches aussi. Fait que tu es vraiment à jour. Fait que ça, c'est exactement pour ça que je le fais d'ailleurs. Oui. Parce que dans ce que je peux discuter du sujet d'aujourd'hui, c'est justement des fois des améliorations, des changements aussi avec les règles. Des fois, les règles évoluent, elles changent un peu. Fait que ce qui, des fois, change aussi l'approche à faire du côté technique. Mais c'est pour ça que je me tiens à jour beaucoup. Puis je regarde encore aujourd'hui régulièrement des vidéos. Puis si je vois des choses que je connais pas, c'est certain que je vais lancer. Je fais cette recherche-là, puis j'écoute attentivement pour voir comment est-ce que ça peut nous influencer de notre côté de la frontière, parce que c'est principalement américain. Oui, c'est ça. C'est de là souvent qu'on voit arriver les nouveautés, puis l'avancement dans ce sport-là. Ça n'arrête pas d'année en année. Il y a des changements qui arrivent. Là. On voit juste les réglementations. Là, chaque année, il y a des petites modifications. Là. Fait que, effectivement. Il y a toujours des petits trucs. J'aime bien le savoir à l'avance parce que des fois, la plupart du temps, lorsqu'il y a des changements au niveau de la réglementation ou des techniques, etc., qui sont adoptés par les professionnels, qui sont de ce côté-là de la frontière, du côté américain, on va les avoir éventuellement. Oui, c'est ça. Fait que ça commence en haut, mais ça va toujours descendre en bas parce que c'est le bas. Le bas veut devenir en haut aussi. Ouais. Donc, si tu ne fais pas ce qu'eux font, comment peux-tu pouvoir performer pour t'y rendre si tu le fais pas? Donc, à partir de là, il y a des changements qui sont quand même parfois importants. Là, il y en a un qui est en cours en ce moment. Et moi-même, j'ai commencé tout de suite à m'adapter à ça. C'est le service. OK. Le service est en train de changer. Il est adopté du côté utilisé du côté américain. Il avait changé l'année passée? C'est celui-là qui, pour le moment, est seulement du côté professionnel. OK, parfait. La manière de tenir la balle lorsque on lâche la balle, là, qui est la hauteur qui est très, très réglementée. Alors, c'est ça. Avec Marc, comment tu veux aborder le sujet des coups qu'on utilise? Je pense que tu t'es préparé parce que tu es toujours organisé. Dans ce domaine-là. Oui, écoute. Ce que ma conjointe dirait, seulement là. Pas dans le ménage. Non, sûrement pas. Vas-y, je t'écoute. J'ai séparé ça en deux volets. Le volet des coups défensifs, le volet des coups offensifs. Très bonne idée. Il y a certains coups qui peuvent être utilisés, on va dire, dans les deux facettes. Okay. Je peux le mentionner à ce moment-là. Parfait. De ce côté-là. Puis, j'ai francisé plusieurs termes qu'on utilise très souvent. On utilise très souvent les termes américains anglophones. Je vais le mentionner à ce moment-là. C'est le terme anglophone, puis suivi de ce que je pense pourrait être une belle traduction à utiliser dans le futur pour la communauté. Parfait. Puis j'ai déjà des termes que j'utilise régulièrement depuis quelques années, puis les gens, comme ils l'utilisent, ça, je trouve ça bien le fun. Là. OK, mais ça vient de toi. Oui. C'est ton cru. Oui, c'est de mon cru. Oui. De l'expérience que j'ai du jeu aussi. Oui. Fait que, il y a des fois, je suis parfois inspiré des autres sports de raquettes aussi. Fait que des fois, dans les termes que j'entends à la télévision, que ce soit le tennis ou d'autres types de jeux de raquettes, j'ai emprunté un peu cette inspiration-là sur certains coups, dire on pourrait l'appliquer au pickleball, mais en l'appelant d'une façon un peu différente. Faire une petite modification, mais c'est ça. C'est bon. Mais normalement, ça fait un certain sens. OK. Idéalement. Oui. Donc, du côté des coups, on va dire défensifs, souvent, il faut se servir du filet pour jouer défensif puis pour contrôler le jeu, parce que ça devrait être ça notre priorité. La priorité, là, ça, je l'enseigne tout le temps, ça, cette facette-là, en partant. Faut devenir prioritaire sur je vais contrôler le jeu au filet. Ce qu'on appelle en anglais le dink, dinking. Moi, j'appelle ça maintenant le contrôle de filet.
OK. Ça, c'est le terme que j'ai trouvé qui avait plus de sens parce que le filet est un peu pour ça. Contrôler le jeu dans le sens d'empêcher l'adversaire de pouvoir t'attaquer facilement et de ton côté, causer les erreurs qui, lui, vont te permettre, toi, d'attaquer. Parce que tu peux souvent tomber dans des situations de jeu lorsque tu ne fais pas ce genre de choses-là, de contrôle au filet, ce que moi j'appelle du 50-50. Fait que tu as 50 % de chance de réussir ce que tu es en train de faire, puis moi j'ai 50 % de chance aussi en réponse. Puis à ce moment-là, pour moi, c'est pas l'essence même du pickleball. Il faut être plus stratégique que ça. Fait que c'est pour ça que le contrôle de filet, c'est la pierre angulaire de à peu près tout le reste. Suite à ça, tu as aussi ce qui va t'amener vers le contrôle au filet, le dinking, qui est le coup d'approche. En anglais, ils vont appeler ça la third shot, le troisième coup. J'ai jamais aimé ce terme-là parce que ça laissait sous-entendre que ça n'est qu'au troisième coup que tu le fais. Exactement. C'est souvent ce que les gens pensent, ceux qui sont plus ou moins connaissants là, dans le pickleball, là, ils vont penser que c'est juste ça. Là. Exactement. Alors qu'en réalité, c'est à partir du troisième coup. Donc, troisième, quatrième, cinquième, peu importe par la suite, lorsque la situation s'y prête ou que tu la provoques, cette situation-là, c'est d'amener cette balle-là en approche. Alors, c'est un coup. En drop shot aussi. Ça, c'est aussi le terme anglophone qui est utilisé pour ce genre de situation-là. Pourquoi je l'ai mis défensif? Parce que le drop shot peut être offensif, parce que tu peux faire ce qu'on appelle un drive. Qui peut être en drop shot. Mais par contre, pour l'approche, c'est l'approche qui va t'amener au filet lorsque les gens jouent de l'autre côté un peu, on va dire, en puissance uniquement. Pour les empêcher à ça, il faut qu'avec l'approche, tu puisses aller au filet et contrôler. Fait que ça, c'est pour ça qu'il est aussi du côté défensif, ce que j'appelle le coup d'approche. Tout à fait. Du côté défensif, tu as aussi ce qu'on appelle le reset de transition. Ça va arriver lorsque on est en train d'avancer justement pour aller contrôler la fameuse zone au filet, puis qu'on va se faire attaquer. À ce moment-là, on va tenter de juste resetter la balle, l'amener, on va dire, en approche. Mais on est souvent dans ce qu'on appelle la zone de transition qui est en plein milieu de terrain. Oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça que ça, c'est relativement défensif. Mais le reset est le petit cousin du coup d'approche. Mais qui est vraiment défensif dans le sens que normalement, on se fait attaquer lorsqu'on tente d'avancer vers l'avant. Oui, c'est ça. Les gens vont tenter de nous empêcher de faire ça. Exact. Ça, c'en est un autre bel exemple. Là, il y a le bloc défensif, le bloc où est-ce qu'on est déjà au filet, puis on est prêt dans une bonne position. Puis les adversaires vont tenter, encore là en puissance régulièrement, de frapper la balle, puis on va simplement bloquer le coup pour l'empêcher de passer derrière nous. Que ce soit en jeu. Puis si c'est pour ne pas être en jeu, on la laisse passer. Là. Fait que ça fait partie aussi des choses importantes là, à bien contrôler. Puis ça, c'est difficile. Quand je l'enseigne, les gens, c'est pas naturel. Malheureusement, le réflexe humain est souvent sur la peur, puis d'éviter de détourner le regard sur un coup qui est puissant versus l'affronter. C'est pour ça qu'il y en a qui reculent. Exactement. Ça aussi, c'est l'autre réflexe humain. On veut s'éloigner du danger, alors qu'au contraire, le filet sert aussi à se protéger, qui, entre autres, va couper l'angle pour se faire attaquer au pied. C'est là que c'est le plus difficile à relever la balle. Exact. Donc, à partir de là, ce fameux réflexe-là de reculer, tu te mets encore plus susceptible d'être sous attaque et d'être vulnérable. Donc, c'est pour ça que le bloc défensif est très important dans le concept pour affronter la balle qui vient versus s'en éloigner. As-tu remarqué que les nouveaux joueurs de pickleball qui ont dépassé de joueurs de raquettes, ceux qui ont le moins tendance à reculer, je pense que c'est les joueurs de ping-pong. Ben, ça, j'ai pas répertorié. J'ai pas posé la question à ceux qui étaient plus... OK, parce que je remarque souvent que ceux qui sont très déjà à l'avant puis qui n'ont pas peur de ça, souvent, ben, ils ont une espèce de mouvement là, que tu vois qui ont déjà joué au ping-pong, mais j'ai eu, en tout cas, les fois où j'ai vu ça, c'était vraiment pas... C'était pas des joueurs de tennis. Les joueurs de tennis, ils vont reculer au départ quand ils commencent à jouer. Là. Oui. Ils n'ont pas compris tout de suite en partant. Là. Il y a peu... En tout cas, moi, je vois peu de joueurs de tennis jouer au filet. Oui, c'est ça, très rarement. rarement. En double, puis c'est très rare qu'ils jouent en double. Oui, voilà. Fait que, mais c'est ça, je me demandais si tu avais remarqué des différences, des nuances, c'est que tu disais, ça, c'est un ancien joueur
Donc, la nuance que moi, je remarque avec les joueurs de raquettes en général, lorsqu'ils commencent le pickleball, on va dire qu'ils apprennent plus rapidement les bases, mais les vraiment très bases. Parce que par la suite, trop souvent, surtout les joueurs de tennis vont avoir tendance à vouloir s'asseoir sur leur laurier de connaissances de jeu de raquettes et ne pas nécessairement vouloir adopter les techniques qui sont propres au pickleball. Alors, pour ce qui est, les techniques viennent beaucoup des règles qui sont évidemment différentes. Le double bond, ce genre de choses-là. Et la fameuse zone de non-volée à respecter qui n'existe pas au tennis. Donc, ça prend un certain temps, mais ils y parviennent. Ceux qui veulent bien le faire. Oui, exactement. Oui, c'est cela. Il faut avoir cette volonté-là. Exactement. Ouais. Les banners, comme on appelle, les frappeurs en puissance. En puissance, ouais, c'est ça. Le meilleur coup à utiliser pour ralentir ce genre de... ça va être le bloc défensif. Encore une fois. Ça, c'est la première des choses. En tout cas, au départ. Ce que j'enseigne, on va dire 3 niveaux. Niveau 1 de base, qui va être, entre autres, le bloc défensif. C'est sûr que quand tu tombes après ça dans du niveau 2, de l'intermédiaire avancé, plus avancé, bien là, tu vas utiliser d'autres choses qui vont être, il va être, mettons, la contre-attaque. Ça va être une volée en contre-attaque que tu vas faire à ce moment-là, mais il faut quand même être très, très focus et suivre la balle parce qu'elle s'en vient vite à ce moment-là. Ouais. Puis, on va même l'attaquer. Fait qu'à ce moment-là, tu vas même frapper la balle presque comme, on va dire, un smash là, ou une volée. C'est pas à la portée de tous au départ. Donc, au départ, il faut y aller graduellement. Moi, j'ai toujours comparé les coups de pickleball là, avec comme la construction d'une maison. Les coups de base qui vont être le contrôle au filet, le coup d'approche, etc. Ça, c'est tes fondations. Il faut que ça soit sec avant d'ajouter autre chose. Parce que quand tu essaies d'ajouter autre chose, puis que c'est pas sec, mais comme les constructions, il faut que tu recommences parce que là, ça vient tout croche. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour ça que oui, effectivement, les banners, la manière de les contrôler, c'est vraiment aller vers les blocs défensifs pour les amener vers le filet. Il faut que tu les sortes de leur salon. Ils sont dans le salon, dans le fond, puis ils veulent juste frapper la balle le plus fort qu'ils sont capables. Ouais. Donc, pour les sortir de leur zone, il faut bloquer ça. Puis quand on parle d'un bloc défensif, c'est vraiment de tuer la balle afin qu'elle soit juste devant le filet et les obliger à courir vers cette zone-là. La contre-attaque peut ressembler un peu à ça, mais c'est sûr que l'objectif est plus de les surprendre puis les prendre au dépourvu un peu plus, mais c'est plus avancé. Oui. Du côté des banners, c'est pas mal la seule chose qu'il y a à faire pour... Oui, c'est ça. Mais on fait tous face à ce type de joueur-là un jour ou l'autre. Là. Oui, absolument. C'est bon de savoir un peu comment procéder. Mais il faut faire une distinction entre bagner et driver. Je vois régulièrement une mauvaise interprétation des deux façons. Un drive, c'est une nécessité au pickleball quand tu augmentes de niveau. Et c'est aussi jouer en puissance. Ouais. Par contre, régulièrement, quand ils vont faire ça, les bons joueurs qui vont driver, à ce moment-là, vont utiliser de l'effet, entre autres du top spin. Ça, c'est sûr que le top spin ou du brossé, là, un coup brossé, va servir beaucoup à ce moment-là. Puis ça, tu en as besoin de ça. J'ai été pendant plusieurs années à ne pas à mettre ça de côté. Mais là, tu parles de l'effet? Non, je parle d'utiliser le drive. OK. Plus de puissance. Okay. Le pickleball s'en va vers ça. Ouais, même du côté professionnel, c'est beaucoup ça. Beaucoup Par contre, il y en a qui interprètent ça comme « Ah non, ça n'existe plus, le contrôle au filet. » Non, c'est pas vrai. Il y en a encore. J'écoute tous les championnats américains, puis il y a des échanges parfois de 80 coups au filet avant qu'il y ait un dénouement. Oui, il y a des attaques à travers ça, mais il y a du reset. Non, mais c'est pas que de la puissance. Là. Pas du tout. Elle est là pour servir, mais au bon moment, dans les bonnes circonstances. Okay. Un bagner, il n'a pas ce contrôle-là nécessairement. Lui, son objectif, c'est un peu au hasard. Je frappe la balle le plus puissant que je peux, puis est-ce que l'adversaire va en avoir peur? C'est différent. Il n'y a pas de contrôle. OK, c'est pas nécessairement à des moments précis qu'il va utiliser. Exactement, il n'y a pas de stratégie derrière ça. Tandis qu'un drive, qui est qui est dans l'équivalence, par contre, lui, a un objectif, il s'est pratiqué, c'est brossé, c'est bien fait. Puis ça a un réel impact dans une partie, mais à plus haut niveau. Les bagneurs, là, normalement, vont plafonner. OK. Ils n'iront pas si haut que ça là, dans les sphères des compétitions. OK.
T'avais-tu autre chose Oui, en lien avec la défensive? Là, on était toujours dans la défensive? Oui, exactement. Okay. On avait la volée. La volée défensive, là, ça ressemble un peu à la contre-attaque. C'est pour ça que c'est dans le même volet. Là, on a parlé de la contre-attaque, fait que ça se trouve être aussi de la défensive. Ouais. Après ça, tu tombes un peu plus du côté des coups offensifs. Ça, du côté défensif, ça ressemble pas mal juste à ça. Là. Il peut y avoir des teintes à travers tout ça, là. Mais c'est ce que tu vas te servir toujours aller vers le filet, le blocage, etc. Du côté offensif, ben, il y a des termes qu'on entend beaucoup américains, qui est entre autres le Ernie. Ernie, moi je l'ai francisé pour un saut extérieur, parce que tu vas sauter par-dessus la zone de non-volée pour frapper la balle au vol et atterrir à l'extérieur. Je n'étais pas certaine. Oui, c'est ça. Il y en a qui vont mêler ça et ce qu'on appelle le Around the Post, ATP. Ouais. Encore là, en français, moi je l'appelle l'attaque extérieure. Poteau du poteau. Oui, exactement. C'était un petit peu trop bizarre comme terme, fait que j'aimais mieux dire une attaque de l'extérieur, parce qu'on vient de l'extérieur. C'est parfait. Moi, je pense que c'est mieux comme ça. Donc, c'est ça. Un Ernie, c'est là la différence avec un ATP. Ça peut y ressembler, parce que tu n'as pas nécessairement à revenir par-dessus le filet. Par contre, ça va toujours être, pour la surprise, sauter. C'est pour ça que j'appelle ça un saut extérieur. Sauter par-dessus la zone de non-volée. Tandis qu'un ATP, tu as le temps, normalement, toi-même, d'aller à l'extérieur du jeu sans avoir à sauter nécessairement. C'est pour ça que là, je fais la distinction entre les deux. Pour faire ce genre d'acte offensif-là, c'est très difficile à contrôler, ça. Personnellement, là, j'ai une difficulté énorme à me synchroniser pour un Ernie. Des attaques extérieures, around the post, ça, j'en fais régulièrement. Mais le Ernie, c'est pas facile. Oui, il est dur, celui-là. oui, il est plus difficile. D'autant plus que ça exige de sauter quand même de façon très agile. Ouais, je vois beaucoup plus ça pour les jeunes. OK. Quand on est plus vieux, on en a... écart, le double saut. Oui. J'appelle ça mes jeunes chevreuils. Là. Ils sautent puis ils sont capables de revenir en place quasiment dans le même mouvement. Là. Moi, une fois que j'ai sauté, tu as besoin de me couvrir parce que ça, c'est... T'es pas de retour tout de suite. Pas de retour tout de suite. Là, je prends rendez-vous. C'est ça. Donc ça, le Ernie, ça, c'en est un. Ensuite, là, on en a parlé indirectement, l'ATP, le Round the Post, ou ce que moi, j'ai francisé avec l'attaque extérieure. Ça aussi, je me fais même des fois demander « Hey, c'est-tu légal de faire ça? » Parce que quand je le fais, les gens qui sont moins habitués, qui sont plus débutants ou même intermédiaires. Oui, c'est ça. C'est très surprenant, effectivement. Ouais. Mais on le voit tellement de plus en plus. Oui, effectivement. Les gens ont envie de faire ça aussi. Oui, puis ça, les gens pensent que ça, ouais, mais ben oui, on a le droit. Même au tennis, on peut le faire. C'est juste qu'au tennis, on va moins le voir parce qu'étant donné que ce qu'on voit, c'est plus les professionnels, ils ne se mettront pas dans la situation de le subir de façon défensive, d'une certaine façon, parce que c'est très difficile à retourner une balle, encore plus au tennis avec la grandeur du terrain. Mais ça arrive au tennis, ils ont le droit de faire la même chose, d'attaquer de l'extérieur sans avoir l'obligation de passer par-dessus le filet et d'attaquer le terrain à n'importe quelle hauteur. Fait que c'est le même principe. C'est ça. Fait que de ce côté-là... Un peu de pratique aussi. Oui, mais il est plus facile à maîtriser que le Ernie ou le saut extérieur. L'autre chose qu'on voit de plus en plus, puis que même moi, là, j'essaie de mettre en pratique plus souvent, mais c'est plus en équipe et non en simple. Il faut faire la distinction du fait qu'en simple, il y a des techniques qui ne s'apprêtent pas vraiment bien. Oui, c'est ça. Ça, c'en est un, entre autres, malgré que ça peut arriver que tu le réussisses, mais c'est plus difficile, c'est le shake and bake. Le shake and bake. Oui, le shake and bake. C'est le terme anglophone américain pour ça. C'est simplement une façon que normalement, ça arrive au troisième coup, d'ailleurs. Fait qu'au lieu de faire un coup d'approche, là, tu vas faire ce que les Anglais appellent une third drive ou une volée au troisième coup. Ça va être aussi pour surprendre l'adversaire, puis faire, on va dire, popper la balle. Et là, ton partenaire, lui, est déjà en mouvement, sachant que normalement, il peut y avoir des signaux, il peut y avoir certaines ententes stratégiques entre les coéquipiers. Du fait que, là, OK, là, je vais shake and bake, ça, c'est un peu la manière dont on va le dire rapidement. Donc, on sait que notre partenaire va foncer vers le filet. Et si la balle, suite au drive, va popper, ben lui, il est capable d'attaquer à la volée, de terminer le jeu rapide. OK. Oui, ça aussi, c'est quelque chose qui est très, très populaire actuellement là, dans on va dire le jeu intermédiaire élevé. Là. Okay. Parce qu'il y a une cohésion, il y a de la synchronisation à mettre en place avec le coéquipier. C'est très grisant quand ça réussit.
Ça, on ne se le cache pas. Là. C'est peut-être pour ça que c'est très populaire d'ailleurs. Ouais. Tout comme le hernie, le around the post, les gens le tentent de plus en plus parce que quand tu le réussis, c'est très gratifiant. J'ai vu plusieurs passer sur les réseaux sociaux, mais je ne connaissais pas le nom. Tu me l'apprends. Okay. Shake and Bake, on va l'appeler comment en français? On va y trouver quelque chose. Oui, c'est ça. Lui, je l'ai trouvé le plus difficile à trouver pour le moment, un terme francisé. Oui, c'est ça. C'est sûr que ces coups-là, par contre, dans mes formations, je ne recommande pas à des gens qui commencent ou qui sont début intermédiaire de s'y mettre à ça. Tu sais, quand je faisais ma comparaison de solage sec avant de rajouter des trucs, c'est un peu ça les trucs qu'on peut rajouter éventuellement. Il faut commencer avec une bonne base. C'est ça, mais si tu commences déjà à faire ça puis la base n'est pas bonne, si ça ne fonctionne pas, ben tu vas être encore plus en difficulté. Oui, exactement. C'est un peu pour ça. Pas trop sauter les étapes. Là, exactement. Ça fait partie des étapes que dans la progression d'une qualité de joueur, effectivement. L'autre aspect d'un coup qu'on peut voir assez souvent, mais qui est mal utilisé, c'est le lob. Puis j'allais te poser la question, je voulais savoir, qu'est-ce que tu penses du lob? J'en ai déjà pensé beaucoup de mal. Mais c'est ça. Les avis sont très, très... sont très partagés. Oui, exactement. À quel moment l'utiliser, c'est une bonne chose. C'est parce que il y en a qui, en partant, quand tu commences à jouer au pickleball, qui n'ont presque pas d'expérience, s'amusent avec le lob. Ouais. Hein? Puis j'ai entendu tellement des commentaires négatifs. Puis là, maintenant, je le vois là, dans le professionnel. Les commentaires négatifs ont raison. Mais il ne faut pas penser que tu ne peux pas utiliser le lob d'une bonne façon. Tu peux l'utiliser d'une bonne façon parce que oui, les professionnels vont l'utiliser. Ouais, par contre, c'est dans des circonstances relativement précises, puis pas souvent. Parce qu'il faut que ça soit surprenant. Fait que ceux qui en abusent ne sont pas surprenants. On les connaît, les joueurs. Oui. Quand tu es rendu, tu sais très bien qu'il va y avoir une coupe de lob dans tes échanges. Exactement. Ça donne pas le même effet, comme tu dis. Là. Je l'ai vécu en tournoi à mes débuts. Puis à un moment donné, un couple en double mix qui ne faisait pratiquement que ça. Puis tout le monde était vraiment fâché après eux. Mais en réalité, c'est ajustez-vous. À partir de là, moi, avec ma partenaire, j'ai mentionné, quand ils vont en avoir fait 2 consécutifs, on recule et on commence à jouer mi-terrain. Normalement, c'est exactement. Rendu à mi-terrain, ces lobes ne réussissent pas et vont terminer normalement avec un smash. Puis ils se sont tannés puis ils ont arrêté de le faire. Dans ce match-là en particulier. Donc, c'est pour ça que le lob, il est bon lorsqu'il est surprenant, donc de temps à autre, parce que le taux de réussite est quand même assez bas. Même les professionnels que j'observe tous les matchs puis tous les tournois. Quand tu parles du taux de réussite, est-ce que tu parles de l'endroit où la balle atterrit ou du taux de réussite par rapport à où il est placé, même si c'est dans le court, là, qui va te désavantager? L'addition des deux. Les moins bons lobbers vont en réussir 1, ils vont en manquer 4. Ce qui est un méchant mauvais ratio. Là. Ouais. Même à 50-50, c'est déjà pas bon. Fait qu'en bas de ça, c'est encore plus terrible. Mais malheureusement, puis ça, c'est aussi un facteur humain que j'ai observé, lorsqu'ils en réussissent 1, c'est celui-là qui se rappelle seulement. Si tu leur dis, c'est pas bon les lobes, ils vont te répondre, je l'ai réussi tantôt. Il ne l'a pas ramené. Mais tu ne me parles pas des 4 autres que tu as manqués. Oui, c'est ça. Ta moyenne n'est pas bonne. Non, exactement. Fait que la fois qu'ils l'ont fait, là, ils ont envie de se réveiller une autre fois. Là, moi ce que j'observe du côté, entre autres, les professionnels, c'est qu'ils vont en faire 1 ou 2 là, à tous les 3 ou 4 matchs. Quand je dis 4 matchs, là, c'est vraiment dans le même match, ça peut être un 2-3 ou un 3-5. Là, ils peuvent le faire une fois ou 2 là-dedans. Puis ça va être encore là dans des moments précis, puis d'une façon qui est pratiquée, etc. Est-ce que tu as remarqué si dans les coéquipiers, il y en a un des deux, c'est lui qui va être mandaté pour les lobes? Je dirais que normalement, ça va être l'entente entre les deux joueurs. Peut-être celui qui le pratique le plus ou qui a le plus de l'agilité de réussite ou qui a le meilleur taux de réussite. Peut-être qu'en pratique. Normalement, quand tu as un partenaire, tu vas pratiquer avec lui de temps à autre, tu vas jouer certains tournois, tu vas t'ajuster pour le prochain. Fait que normalement, peut être selon qu'est-ce qu'ils en ont décidé. Exactement. D'autant plus les autres coups, que ce soit le hernie, etc. Étant donné que moi, j'ai une certaine difficulté au niveau de la synchronisation, si j'ai un partenaire qui, lui, est bon à le faire, je vais essayer peut-être de le mettre et de frapper la balle en conséquence qui pourrait potentiellement le faire. Fait que c'est un peu ça aussi pour le lob. Même ce que j'observe du côté des professionnels au niveau des lobes, c'est assez régulièrement les mains.
dans l'équipe. OK, tu vas le faire. À part quelques exceptions, là, que ce soit les Ben Jones et Colin Jones de ce monde, les frères, mais Colin va en faire plus souvent un peu que Ben. Fait que encore là, ça dépend. Puis tu as des équipes que c'est tout le temps le même. Que ce soit Tyson McGoffin, c'est souvent lui dans son équipe qui fait ça. Qui va faire. Fait que, pourquoi? C'est une entente? Parce que l'autre ne veut pas en faire, puis peut-être que lui a compris que lui, son taux de réussite est tellement bas qu'il ne l'essayera pas. Mais ça se peut que ce soit ça. C'est exactement. Mais parfois, le lobe, chose que je ne faisais pas auparavant, je vais l'utiliser, mais encore là, quand on parle des bons moments, c'est surtout pour tenter de tuer un peu le momentum actuel quand tu tires de l'arrière. Je trouve que là, c'est plus efficace. Si les gens ils ont les pieds bien placés, puis ils sont au filet, puis ils contrôlent déjà tout, puis qu'ils mènent, puis qu'ils ont toujours le dessus sur toi, ça peut être une bonne manière de les obliger à s'éloigner de la ligne et d'un peu tenter de les ébranler un peu dans leur confort qu'ils ont réussi à mettre en place. Oui, je comprends. OK, fait que c'est une belle stratégie. Ça peut devenir une stratégie bien contrôlée, bien répartie. Il ne faut pas que ça soit trop souvent. Parce que si c'est prévisible, ça ne fera pas le bon effet. Non, c'est ça. Okay. Tu vas l'avoir fait bouger, mais si ça te revient finalement en attaque non parable, là, tu viens de donner un point gratuit. Puis l'effet, justement, là, il y en a même en commençant à jouer au pickleball, il y en a qui sont des joueurs de tennis, puis ils font de l'effet, puis ils font de l'effet. Ça aussi, c'est une autre affaire. Absolument, absolument. Des fois, c'est pas toujours un grand succès. Non, c'est rarement un bon succès avant un certain niveau. Dans mes enseignements, c'est aussi une des premières choses que je demande à mes élèves. Arrêtez de faire de l'effet pendant un certain temps. Apprenez à contrôler vos coups, à bien les faire. La fondation, comme tu as dit, là. Oui, exactement. On part par ça. Dans le but de la fondation. Parce que quand tu veux mettre de l'effet, tu es toujours de 5 à 10% moins précis. Donc, à partir de là, il faut le contrôler pour pas que ça soit plus proche du 5 que du 10. Ouais. C'est un peu ça le principe. Puis encore là, c'est en observant les professionnels, tous les vidéos que je regarde, etc., et que j'ai pu voir des matchs, des tournois que j'ai participé, les bons joueurs n'abuseront pas nécessairement de l'effet. Et donc, d'autant plus vouloir être plus précis, parce que ça diminue la précision. Oui, c'est ça, le pourcentage de réussite. C'est ça. Ce que je vois régulièrement aussi du côté professionnel, du côté de l'effet, c'est vraiment, on en met un peu afin que l'adversaire soit réveillé et qu'il suive bien la balle. Parce que tu pourras, à ce moment-là, frapper la balle sur le cadre et non bien centré sur le sweet spot de ta raquette. Mais pas plus que ça, là. Ah oui, surtout au service. Je me demandais si au niveau professionnel, très peu. Il y en abusait plus. Absolument pas. Okay. Ils vont régulièrement en mettre un peu, puis très peu lorsqu'ils ventent. Lorsqu'il y a beaucoup de vent, ils vont en l'utiliser encore moins. Okay. Parce qu'évidemment, avec l'effet est beaucoup accentué selon la direction du vent. Okay, c'est ça. C'est encore plus dangereux. C'est un élément important, oui. Exactement. Qu'on n'a pas à considérer moins de notre côté de la frontière parce qu'on est plus à l'intérieur que eux qui jouent plus souvent que nous à l'extérieur. C'est ça. Donc, on peut-être qu'on prête pas assez d'attention à ça, mais non, l'effet, c'est pas recommandé de bas niveau. Plus ça va, plus on monte en qualité de joueur, plus on peut commencer à s'en servir, mais il ne faut toujours pas exagérer dans le concept. Par contre, pour ce qui est des services, ceux qui font des services à effet... Les services, étant donné qu'ils sont de plus en plus réglementés, ça devient de plus en plus aussi difficile d'en mettre. Entre autres, il y a des périodes de temps où les gens faisaient spinner la balle en lançant la balle, puis avant même de la frapper. Je l'ai fait d'ailleurs. Okay. À l'époque, là, je faisais rouler la balle avant de la frapper, puis j'étais capable de provoquer un spin, une direction qui était très accentuée, surtout avec le vent, encore là. Ça, ils ont arrêté ça, ils ont interdit ce genre de pratique-là. Donc, à partir de maintenant, là, je dirais, plus ça va, plus le service, c'est vraiment d'essayer de créer des choses très straight, très directifs, puis d'empêcher l'effet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, comme je vois régulièrement, qu'ils vont quand même donner un petit coup de poignet, à peine, juste pour dire que la balle va bouger légèrement. Encore là, dans le principe de s'il n'est pas réveillé, bien, déjà, moi, je le fais un peu aussi. Puis, ça peut arriver que si la personne ne suit pas sa balle jusqu'à la fin de la frappe, ça peut arriver des fois que, la balle a pogné le cadre, mais elle va sortir du jeu. Fait que ça n'arrive pas régulièrement. De toute façon, le service, il ne faut jamais penser qu'au pickleball, là, on va faire des aces comme au tennis.
OK, ouais. Faut comprendre ce concept-là. Oui, les services, par contre, du côté professionnel, j'ai écouté une vidéo avant de venir te rencontrer qui en parlait de ça. Où est-ce que, oui, le jeu s'en va, surtout du côté professionnel, vers plus de puissance au service, mais pas plus d'effet. OK. Puis là, c'est ma prochaine question. Parce que je me disais, la puissance, qu'est-ce qu'on en fait au service? Parce que ça aussi, là, il y en a qui ont d'excellents services, mais pas du tout de puissance, là. Ouais. Au niveau intermédiaire, mais au niveau avancé, là, c'est de plus en plus mis de l'avant, là. Oui, c'est mis de l'avant, mais ça n'est pas... c'est encore... il y a un gros débat encore là-dessus, même du côté professionnel. La vidéo que j'ai écoutée juste avant de venir, que je te disais, il mentionnait justement des noms de joueurs que le service est très normal, que même un joueur intermédiaire va frapper. Il parlait entre autres de vitesse, puis il disait que là, les services actuellement, là, les joueurs les plus puissants au niveau service vont faire des coups de 45-50 000 à l'heure. Alors qu'il y a des professionnels qui vont frapper des coups, entre autres le frère de Ben Jones, qui est Colin Jones, vont simplement pratiquement donner son service à 20 000 à l'heure ou 15. OK, c'est ça. Fait que et pourtant, ils ont du succès. Malgré tout. Ouais, malgré tout. Parce que c'est pas au service que tu vas faire la majorité de tes points. Mm-hmm. Donc, à partir de là, ça, c'est à débattre. Mais oui, il y a quand même... Parce que, tu sais, la puissance dans un service, quand tu es rendu à un niveau vraiment élevé de jeu, ils sont quand même capables de la retourner. Exact. Est-ce que ça vaut la peine de... Non. C'est ça, de tout dépenser son énergie sur le service? Moi, j'ai l'impression que la tendance vers ça est plus... Étant donné qu'on ne veut pas exagérer dans l'effet qui est plus nuisible, mais ils veulent aller plus vers la vitesse, un peu plus, pour justement soit réveillé. Okay. Sinon, ma balle va passer vite puis tu ne seras pas capable de la ramener. OK. Fait que je pense plus que cette tendance-là va vers ça. Parce que c'est plus facile d'être précis avec une balle en puissance que d'essayer de faire de l'effet, surtout encore là, avec le vent. Ouais, OK. Tandis que la puissance, avec le vent, va avoir moins tendance à bouger, justement, donc tu es plus capable d'être précis. Fait que j'ai l'impression que c'est plus vers ça que ça tend à vouloir être utilisé. OK. Au niveau de la puissance. Fait que ça, pour ce qui est du lob, c'est un peu ça. Quand on veut savoir est-ce qu'on devrait lober, est-ce qu'on devrait pas, ça fait partie des circonstances à étudier, à pratiquer d'ailleurs. Oui, il faut pratiquer le lob aussi de temps en temps, parce que ça peut être un outil pour, comme je disais, de ramener un peu le jeu, puis de tenter de créer des occasions pour revenir dans le match. Il faut aussi pratiquer comment le recevoir. Exactement, parce qu'effectivement, c'est pas n'importe quelle façon de faire. Il y avait beaucoup de façons d'aborder comment gérer un lob. Ouais. J'ai longtemps préconisé une façon de faire, mais ce que j'observe encore là, de tout ce que je vois du côté américain, du côté professionnel, ils se battent plus vraiment sur qui va y aller. Puis ça peut être aussi une entente entre les joueurs. Ouais, des fois, ça peut être une question de mobilité. Oui, bien c'est ça. Ben, au Québec, en tout cas, ici, dans notre entourage, on le voit, là, c'est celui qui est le plus rapide, c'est lui qui va aller chercher. Régulièrement. Puis, par contre, là, maintenant, la tendance est plus sur la manière de pivoter pour pouvoir, de façon sécuritaire, aller chercher son propre lob. Donc, oui, OK, ouais. À moins d'une entente, comme on vient de dire, là, de question d'agilité ou de rapidité, mais normalement, là, la tendance est plus vers ça. Okay. Voici, il y a des techniques qui sont en ce moment là, disponibles là, dans les vidéos, entre autres, là, américains d'enseignement, qui montrent comment bien pivoter pour faire le moins de pas possible vers le lob, pour avoir plus de temps rendu à la balle pour la ramener de façon plus efficace. Ouais. Et normalement en approche. Ouais. Ou en drop shot. Idéalement, c'est souvent ça. Il y a certaines autres options, là, mais c'est celle-là qui est la plus... C'est à pratiquer ça aussi, évidemment. Là. Exactement. C'est à pratiquer pour le faire, lorsqu'on peut l'utiliser, pour avoir un meilleur ratio de réussite. Parce que le taux de réussite que je parlais est pas seulement sur la balle qui va tomber en jeu ou pas. Oui, c'est un facteur de réussite ou non, mais c'est aussi est-ce que j'ai eu un effet positif par rapport à ça? Si je l'ai mangé en smash... c'est pas positif, c'est non réussi. Non, effectivement. Et je dirais à la limite, c'est pas plus réussi s'ils l'ont juste géré, puis te l'ont ramené, puis qu'ils ont été capables de resetter, puis ça n'a rien changé dans le jeu. Ouais. Mais celui-là, je le préfère quand même aux deux premiers parce que au moins, tu as quand même fait bouger les choses.
ils l'ont ramené, mais le jeu n'est pas terminé. Puis là, tu peux quand même... Mais il ne faut pas retourner qu'un autre là, parce que là, ça va être prévu. Oui, c'est ça, exactement. Comme tu ça. disais, il une faut fois qu'il de y ait temps un en peu de temps, surprise c'est ça. et Exactement. pas en prendre une habitude non plus. C'est pour ça que le taux de réussite est un peu relié à ça. Est-ce que je l'ai mis en jeu? Est-ce que j'ai eu un effet positif par rapport à l'avoir fait? Est-ce que ça nous a donné un avantage réel ou enlevé un avantage par rapport à l'adversaire dans le courant du jeu? Puis, où est-ce que, au contraire, là, on s'est fait attaquer de façon à ce que le jeu s'est arrêté puis que là, ça a été un désastre. Ouais. Fait que c'est souvent là que je vois que les ratios sont mauvais. Puis même du côté des professionnels. Fait que, il y en a qui ont fait que je vois qui ont des lobes, puis qui en ont fait 2, 3, puis sur 2, 3, ils en ont réussi juste un. Dans le taux de réussite du fait en jeu et ne pas se faire attaquer. Ouais. Donc, même à ce niveau-là, c'est pour ça qu'ils en font peu. Mais parfois, ça peut être important. Dans leur entraînement. Oui, ça prend de l'entraînement puis pas oui. de bon niveau. De bon niveau, là, c'est pas une bonne idée de toucher à ça. C'est mieux de commencer à maîtriser l'approche, le contrôle au filet, la base. Ouais. C'est plus tard qu'on pourra commencer à vouloir ajouter ce genre de concept-là à sa façon. Puis tous ces coups-là, dans le fond, la meilleure façon d'en venir à bien maîtriser, c'est la répétition, évidemment. Exact. Dans un entraînement, est-ce que tu préconises soit vraiment un entraînement où on répète le même mouvement, le même coup là, pendant une période X? Là? Ben, dans la façon d'apprendre, les gens ont une mauvaise conception dans le ratio. Qu'est-ce qui permet le plus d'apprendre rapidement? Les gens vont souvent dire « Ah, ben moi, j'apprends en jouant contre les plus forts. » C'est souvent ça qu'ils vont dire, qu'ils vont nous dire. Alors que dans le concept d'apprentissage, moi, je le vois dans 3 facettes importantes. Le plus important, c'est ce que tu viens de mentionner, la pratique. C'est ce qui va te donner le plus de résultats du côté de l'amélioration. Pour les coups qu'on vient de parler, même les plus avancés par la suite. Mais ce n'est pas le seul. Oui, il va y avoir une petite partie de jouer contre des plus forts qui va te permettre de voir certains concepts et de voir des balles que, là, je voulais faire ça, je fais ça, je pratique ça, mais là, c'est pas très efficace. En jouant contre des plus forts, tu vas voir cet aspect-là. Ouais. Puis, l'autre aspect qui est plus important avec la pratique, c'est de jouer justement dans ton calibre. Pourquoi? Parce que à peu près tous les sports de raquettes ont ce concept-là. Plus tu frappes de balles, meilleur tu vas devenir. Donc, si tu ne joues que contre les plus forts, mais que les échanges se terminent toujours après 3 coups, 4 coups, tu n'as pas frappé beaucoup de balles. Non, encore moins sur tes faiblesses. Ouais, OK. Dans un match, tu vas peut-être avoir 3, 4 occasions pour essayer de pratiquer et d'améliorer tes faiblesses. Versus une pratique où est-ce que tu vas avoir 50, 100 balles, c'est tout qui va déterminer quand est-ce que tu vas arrêter. Là. Une très bonne chose, c'est vrai. C'est là que le concept est. Il faut se laisser beaucoup plus de temps à la pratique. On le voit pas, mais je vous garantis que du côté américain, du côté professionnel, c'est fou l'entraînement qu'eux ils font avec de la pratique. C'est juste qu'on les voit pas. Non, c'est ça. C'est en dehors des caméras, ça. Oui, exactement. Il ne faut pas penser qu'ils s'en vont dans un tournoi et c'est le même qui s'améliore. C'est comme dans tous les sports. Là. Moi, j'ai bien aimé, la question avait été posée lors du dernier tournoi de la PPA. Puis, je crois que c'était Ben John ou Annalé, qui est sa partenaire en mix, la jeune prodige de 17 ans. Oui. Puis, les entraînements quotidiens, pratiquement presque tous les jours de la semaine, c'est 6 heures. Ils font 4 heures sur terrain puis 2 heures en gymnase. Donc, c'est ça. On ne peut pas penser qu'on va atteindre ces niveaux-là si on ne s'implique pas autant que ça. Il faut passer par la pratique. Là. Exactement. Ouais. Ça n'a pas toujours été ça, mais le sport est en train de prendre une certaine maturité où est-ce que pour atteindre les standards qui sont de plus en plus élevés pour faire sa place, ça prend il faut de plus en plus être en forme, être athlétique et se dédier à la cause. Puis ça vient avec l'entraînement. Avec l'entraînement. Chose qui n'était pas nécessairement le cas auparavant. Là, quand j'ai commencé le pickleball, les professionnels, la plupart, c'était des seniors. De 40 à 60 ans pratiquement. Ouais. Je ne veux pas dire qu'ils ne s'entraînaient pas. Je dis pas qu'il y en a sûrement là-dedans qui ne s'entraînaient pas, mais ça serait utopique de penser qu'à ces âges-là, ils font l'entraînement d'un 6 heures par jour que je vois là, que les jeunes de 25-30 ans actuels, professionnels, font. Exact.
On a fait le tour. Oui. Hey, c'est vraiment, même plus que le tour. Un peu. On pourrait faire on aurait pu parler des heures et des heures. Écoute, tu pourrais revenir. On parlera d'autres choses. Là, ça, il y en a long à raconter. Fait que moi, je veux juste terminer en disant que si vous avez aimé l'épisode, partagez. C'est de la belle information que tout le monde peut écouter. Puis, on est sur toutes les plateformes audio et aussi sur la chaîne YouTube du Balado, Pickleball et compagnie. Merci, Marc. Bienvenue. À bientôt. Oui. Et à bientôt. Bye.